Mon cœur battait la chamade, une tambour sec et violent dans ma poitrine. Marie était partie. Enfin, presque. Elle s'était arrêtée, la main sur le loquet de la porte, son dos raide comme une planche. J'avais dit des choses horribles, que si elle voulait partir, elle n'avait qu'à le faire. J'avais eu peur, une peur qui me nouait les entrailles, la même peur glaciale que quand j'avais perdu Adeline et ma fille, Charlotte. C'était il y a 5 ans maintenant. Ou 6. Les années se mélangent quand on vit seul avec ses fantômes. Les mots m'avaient échappé, coupants, parce que la terreur de la voir s'en aller me rongeait bien plus que la solitude elle-même. Mais ça, je ne pouvais pas le lui dire, pas à elle, pas maintenant. Elle avait chuchoté, sa voix à peine audible, juste un souffle. Je ne veux pas partir. Et là, j'avais senti une chose se délier en moi, quelque chose de très ancien, de très serré. Mes poings s'étaient relâchés. Alors ne pars pas, avais-je répondu, et le son de ma propre voix me semblait étranger, presque suppliant. Comment en étais-je arrivé là? Devant cette femme qui me regardait les larmes aux yeux, me demandant si je la voulais vraiment ici. Est-ce que je la voulais? Bien sûr que oui. Mais ma bouche s'obstinait à formuler les mots les plus stupides, les plus blessants. C'est ça la peur, elle vous rend bête. Elle vous fait rejeter ce que vous désirez le plus. Il faut dire que mon monde, avant elle, était devenu un endroit bien trop silencieux. Une table, ça vous en dit long sur une vie, pas celle qu'on voit sur les catalogues, toutes brillantes, mais les vraies, celles où les familles se réunissent, où l'on partage le pain, où les histoires se racontent autour d'un café froid. La mienne était vide, depuis des années. Mon père l'avait rabotée il y a 40 ans, et le bois était devenu doux comme de la pierre de rivière, poli par des décennies de coudes, d'assiettes et du poids ordinaire de l'existence. Puis, plus rien. Juste la poussière, et c'était s'en éteint seul le matin. Mon estomac se tordait souvent, des crampes que j'avais appris à ignorer, qui me rappelaient que j'étais là, à peine vivant. Je traînais mes bottes usées sur le plancher, les lignes de clôture tombaient en ruine, le potager avait rendu l'âme sous les mauvaises herbes. Tout était à moitié fait, juste assez pour que rien ne meure complètement, moi y compris. Je me souviens d'avoir vu sa tante la première fois, là-bas, près du ruisseau, un bon quart de lieue de ma cabane. C'était il y a 2 semaines, peut-être 3. Le temps était devenu une notion floue. J'avais aperçu la fumée de son feu de camp, une silhouette menue se déplaçant. Une femme, je crois. Seule. Comme moi. Je n'avais rien fait. Ça ne me regardait pas. Les gens passent, ils s'installent un peu, puis ils s'en vont. Toujours. L'habitude, l'engourdissement, c'est comme ça qu'on survit. La faim elle-même avait cessé de faire mal après le 2e jour. La douleur, elle vous quitte si on la laisse traîner. On devient engourdi. On ne sent plus rien. Un après-midi, un bruit de pas m'avait sorti de ma torpeur. Des bottes, lourdes et résolues, venant de la route. Pas les pas hésitants de quelqu'un perdu. Personne ne venait jamais ici. Du moins, plus maintenant. Je m'étais redressé, mon cœur battant plus vite. Je suis sorti de l'ombre de la grange, les yeux plissés par la lumière crue de juillet. Elle était là, fenêtre là, à mon portail. Une femme banane, une robe de calicot fanée, bleue avec un motif que je ne pouvais distinguer d'ici. Un chapeau de paille au ruban décoloré. Un panier en osier à son bras, recouvert d'un tissu à carreaux rouges. Elle ne regardait pas la grange. Son regard balayait ma propriété, la clôture affaissée, le jardin envahi, le poulailler à la porte ouverte. Elle faisait l'inventaire. Elle voyait tout ce que j'avais laissé tomber en ruine. Ma mâchoire s'était serrée. « Monsieur Calhoun », avait-elle dit. Entendre mon nom prononcé par une étrangère m'avait serré la gorge. Je n'avais pas répondu. J'étais resté là, immobile, à espérer qu'elle parte. Mais non. « Je sais que vous êtes ici », avait-elle ajouté, pas méchamment. « Je vous ai vu aller à la grange tout à l'heure.
J'étais sorti au soleil, mes yeux avaient pleuré sous la lumière. Je m'étais approché du portail sans l'ouvrir, gardant cette barrière de bois entre nous. De près, je voyais son visage sous le chapeau. Jeune, la trentaine peut-être, peau basanée, cheveux foncés tirés en arrière, des yeux qui me regardaient droit. Aucune pitié. C'était déjà ça. Je m'appelle Marie Dubois, avait-elle dit. Je campe près du ruisseau. Vous avez peut-être vu ma tante. J'avais hoché la tête, attendant. Je fais de la couture et je travaille en ville, avait-elle continué. J'ai demandé après vous hier. On m'a dit que vous étiez Julien Calhoun, le voisin le plus proche. J'ai pensé venir me présenter correctement. J'avais croisé les bras. Ma chemise flottait sur mon corps amaigri, les manches effilochées. Elle l'avait remarqué, mais n'avait rien dit. Elle avait déplacé le panier. J'ai fait un peu trop à manger ce matin, c'était dommage de ne pas partager. Ces mots m'avaient frappé comme des pierres. Ma gorge s'était serrée. Je ne cherche pas la charité, madame. Quelque chose avait traversé son visage. Pas de l'offense. De la compréhension, peut-être. Elle avait légèrement penché la tête. « Je n'offre pas de charité », avait-elle dit, sa voix égale. « Je pense que les voisins doivent s'entraider. C'est comme ça qu'on survit ici. » Elle avait déjà dépassé le portail, me dépassant, allant vers mon porche, avant même que je ne puisse protester. Ses bottes laissaient de petites empreintes dans la poussière. Le panier se balançait à son bras. J'étais resté figé au portail, mes mains agrippées à la traverse supérieure. Elle avait atteint le porche, posé le panier sur les planches déformées, soulevé le tissu rouge. Une vapeur s'élevait dans la chaleur de l'après-midi. L'odeur m'avait frappé de plein fouet. Du pain frais, de la viande rôtie, quelque chose de riche et savoureux qui m'avait fait saliver si soudainement que j'avais dû avaler difficilement. Mon estomac m'avait trahi, grognant fort, audible. Ses yeux avaient effleuré mon visage, puis s'étaient détournés, me ménageant. Sa voix était restée calme, factuelle. J'ai trop cuisiné, je n'aime pas gaspiller. Elle avait commencé à déballer le panier. Des assiettes en faïence blanche étaient apparues, ébréchées, mais propres. Des fourchettes en étaient liées par une ficelle. Elle travaillait avec une efficacité professionnelle, étalant tout comme si elle avait tout le droit d'être là. Ma vision s'était brouillée sur les bords. L'odeur de cette nourriture m'enveloppait, inescapable. Quand avais-je mangé pour la dernière fois? Hier matin? Avant-hier? J'avais fait un pas vers le porche, puis un autre. Marie avait levé les yeux vers moi, et dans ses yeux, j'avais vu quelque chose qui m'avait cloué sur place. Elle savait exactement à quel point j'avais faim, et pourquoi. Monter les marches du porche m'avait paru un effort colossal. Mes jambes étaient instables, comme si j'avais marché trop longtemps sous un soleil de plomb. Marie m'avait désigné une des assiettes qu'elle avait préparées. Poulet, galettes de maïs, tomates mijotées. La vapeur s'enroulait, portant des odeurs qui me faisaient tourner la tête. « Asseyez-vous », avait-elle dit. « Aucune obligation. La nourriture ne va pas tenir de toute façon avec cette chaleur. » Je m'étais laissé tomber dans le fauteuil que mon père avait fabriqué. Le bois avait craqué. Marie s'était assise dans l'autre fauteuil, celui qui était vide depuis... Je m'étais interdit cette pensée. Elle s'était servi une petite portion et m'avait poussé la plus grande assiette. J'avais pris la fourchette. Ma main tremblait légèrement. J'avais essayé de la contrôler. Impossible. La première bouchée de poulet sur ma langue et j'avais failli gémir. Le gras, le sel, la douceur rôtie de la viande. J'avais mâché, avalé, pris une autre bouchée avant d'avoir fini la première. Arrête, ralentis. Mais mon corps avait d'autres idées. Je m'étais jeté sur la nourriture, la dévorant à peine, l'ingurgitant sans retenue. Les galettes de maïs étaient croustillantes sur les bords et moelleuses à l'intérieur. Les tomates avaient été cuites avec du lard, le gras fondu les rendant si riches. Je mangeais comme un chien affamé, sans prétention, sans dignité. Marie ne m'avait pas regardé. Elle coupait son poulet en petits morceaux,
mangeait lentement, le regard fixé quelque part au-delà de la rampe du porche, me laissant de l'intimité de la seule manière possible. Je m'étais forcé à ralentir, avait posé la fourchette, essuyé ma bouche du revers de la main. Mon estomac se contractait sous l'afflux soudain de nourriture, à la fois protestant et reconnaissant. « Combien d'hectares avez-vous planté ?» avait demandé Marie, d'un ton de conversation léger. J'avais éclairci ma gorge. 60 en blé, 20 en maïs. Le puits est assez profond pour les années sèches, mais là, le niveau est bas. Elle avait hoché la tête, pris une autre bouchée. J'ai remarqué que vos clôtures avaient pas mal de pourriture. Je pourrais aider à ça, avait-elle ajouté. Vous avez déjà fait du travail de clôture? Je l'avais regardé, vraiment regardé. Ses mains sur la fourchette montraient des callosités, celles qui viennent du travail d'aiguille, mais aussi d'un travail plus dur. Des jointures marquées, un ongle fendu. Ce n'étaient pas des mains douces. Du travail de clôture? J'en sais assez. Mon père avait un domaine. Il y a longtemps, avant. Elle s'était arrêtée, puis avait repris. Je connais le travail. La conversation avait pris son envol. Elle m'avait posé des questions sur mes cultures, ce que je plantais, quand. Je m'étais surpris à lui répondre, puis à élaborer. Je lui avais parlé des variétés de blé que j'avais essayées, celles qui prenaient le mieux dans la terre. Elle avait posé des questions pertinentes sur l'irrigation, la rotation des cultures, si je gardais des poulets pour les œufs ou la viande. Les deux, avais-je dit. J'ai des pondeuses et des coucous de rennes. Mais elles se pondent pas bien ces derniers temps. Qu'est-ce que vous leur donnez à manger? Principalement du maïs concassé. Elles ont besoin de gravier aussi, de coquilles d'huîtres si vous en trouvez. Ça aide pour les œufs. Je n'y avais pas pensé. Je n'avais plus pensé à grand-chose, à vrai dire. Le soleil avait baissé, la chaleur s'était un peu atténuée. Une brise était montée des champs de blé, apportant l'odeur d'herbe sèche de la fin de l'été. Marie s'était adossée à sa chaise, son assiette en équilibre sur ses genoux. « Puis-je vous demander quelque chose de personnel ?» avait-elle dit. Je m'étais tendu. « Vous vivez ici seul, j'imagine. » La question était restée en suspens. J'aurais pu esquiver, lui dire que ça ne la regardait pas, mais quelque chose dans sa façon de demander, directe, sans jugement, m'avait poussé à répondre honnêtement. Oui, maintenant. Elle avait hoché la tête, n'avait pas insisté. Nous étions restés en silence un instant. Une alouette des champs avait chanté, une autre avait répondu. Mon mari m'avait promis un domaine, avait dit Marie, d'une voix neutre, factuelle. Il a pris mon argent, tout ce que j'avais économisé en travaillant la couture dans l'Est. Il disait qu'on ferait une réclamation, qu'on bâtirait un endroit. On est arrivé jusqu'à la gare du village. Il a pris l'argent, acheté un billet pour l'Ouest et m'a laissé là, avec ma valise et rien d'autre. Je m'étais tourné vers elle. Son visage ne montrait rien. Pas de larmes, pas d'amertume, juste l'expression vide de quelqu'un qui récite des faits. C'était il y a 2 mois, avait-elle continué. J'ai décidé que je préférais mourir de faim en construisant quelque chose que d'attendre quelque chose qui ne viendrait pas. J'ai trouvé du travail en ville, de la couture, principalement des réparations. J'ai monté ma tente près de votre ruisseau. J'économise pour avoir de la toile pour un meilleur abri avant que le temps ne change. Ma gorge s'était serrée. C'est pour ça que vous êtes là? Besoin d'aide pour un abri? En partie. Elle avait rencontré mon regard. J'ai aussi pensé qu'on pourrait s'entraider. Vous avez de la terre et du travail à faire. J'ai du temps et des mains qui savent travailler. Ça me semblait être un arrangement possible. Quel genre d'arrangement? Le genre pratique. Je cuisine, je répare vos vêtements, j'aide aux tâches qui nécessitent 2 personnes. Vous aidez à consolider mon abri. Peut-être me laissez-vous utiliser votre puits jusqu'à ce que je puisse en creuser un. Un échange équitable. Les mots « échange équitable » s'étaient installés entre nous. Je les avais ruminés. Pas de charité, pas de pitié, juste des voisins qui s'entraident, comme elle l'avait dit au portail. Je ne sais pas, avais-je dit.
Je n'ai pas l'habitude d'avoir des gens autour. J'avais décelé quelque chose dans son ton, sec, presque amusé, qui m'avait fait la regarder à nouveau. Elle ne souriait pas, mais ses yeux avaient une étincelle. J'ai été seul longtemps, avais-je repris, ma voix plus rauque que je ne l'avais voulu. Je m'y suis habitué. Trop habitué, peut-être. Je connais ce sentiment, avait dit Marie doucement. Le soleil avait touché l'horizon. Tout était devenu or. Le blé, les planches du porche, son visage, mes mains. La lumière adoucissait les angles vifs de toute chose, rendant tout plus doux qu'il ne l'était. Marie avait commencé à ranger la vaisselle. Elle avait enveloppé les restes dans le tissu à carreaux, empilé les assiettes avec soin. J'observais ses mains travailler, efficaces et sûres. Cette tente tiendra-t-elle si le temps tourne? Avais-je demandé. Elle avait marqué une pause, le tissu à la main. Je suppose qu'on le saura. Je m'étais levé. Mon corps me faisait moins mal maintenant que j'avais mangé. Le monde était revenu à une netteté plus précise, les couleurs plus vives, les sons plus clairs. Je me sentais plus présent que depuis des semaines. Je pourrais avoir besoin d'aide pour la moisson, avais-je dit. Les mots m'avaient échappé avant que je n'aie vraiment décidé de les prononcer. Vous cuisinez, vous réparez, vous aidez ici. Je consoliderai votre abri correctement. Je m'assurerai qu'il tienne l'hiver. Échange équitable. Marie s'était levée aussi. Elle me faisait face de l'autre côté de l'étroit porche. Le panier pendait à son bras. Elle avait étudié mon visage un long moment. Échange équitable, avait-elle dit. Elle m'avait tendu la main. Je l'avais regardée, petite main, endurcie par le travail, offerte droite et sûre. J'avais tendu la mienne. Sa prise était ferme. Nous nous étions serrés la main une fois. Sa paume était chaude contre la mienne. Quand elle avait relâché, j'avais senti l'absence de cette chaleur comme une porte qui se ferme. Marie avait pris son panier. Je passerai demain matin tôt. C'est d'accord? Oui. Avant l'aube, je veux dire, pour qu'on puisse travailler avant la chaleur. Je serai debout. Elle était descendue les marches du porche, avait traversé la cour, était passée par le portail que je ne lui avais jamais ouvert. Je l'avais regardée s'éloigner, sa silhouette rapetissant alors qu'elle retournait vers le ruisseau, le soleil couchant projetant sa longue ombre sur le blé. J'étais resté seul sur mon porche. Les assiettes étaient toujours empilées sur la chaise où elle les avait laissées. L'odeur de nourriture persistait dans l'air. Ma main picotait encore là où elle l'avait serrée. Demain matin, avait-elle dit, avant l'aube. Pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais me souvenir, demain me semblait une raison de me lever. Le lendemain, c'était le parfum du lard grillé qui m'avait tiré du sommeil. Salé, gras, fumé. C'était impossible. Le poêle était froid depuis des jours, des semaines même, je crois. Des pas crissaient sur le plancher. Une poêle en fonte raclait sur la cuisinière. Quelqu'un était dans ma cuisine. Je m'étais redressé d'un bond, la tête tourbillonnante, cherchant un appui au mur pour me stabiliser. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. La pièce avait chaviré, puis s'était redressée. Une lumière grise d'avant l'aube filtrait par la fenêtre. Les pas avaient repris, résolus, familiers avec l'espace. Je m'étais levé, toujours dans les vêtements de la veille. Mes bottes traînaient près du lit, là où je les avais enfin jetées après minuit. Je les avais enfilées sans prendre la peine de les lasser. L'embrasure de la cuisine était ouverte, la lumière de la lampe s'en échappait. Je m'étais dirigé vers elle. Le sang battant à mes oreilles et j'avais stoppé net sur le seuil. Marie était à mon poil, le dos tourné. Elle portait la même robe de calicot bleu qu'hier, les manches retroussées jusqu'au coude, un tablier blanc noué autour de la taille. Ses cheveux étaient retenus en une seule tresse qui lui tombait entre les omoplates. Elle tournait le lard dans la poêle avec une longue fourchette. La viande grésillait et pétillait. La cafetière émaillée bleue était sur le poêle, de la vapeur s'échappant de son bec. Elle avait jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, sans surprise, comme si elle savait que j'étais là.
Bonjour, avait-elle dit. Le café est prêt si vous en voulez. J'avais ouvert la bouche, refermée. Ma voix était rauque de sommeil. Comment, vous, la porte n'était pas verrouillée, avait-il dit Marie. Elle s'était retournée vers le leur. J'ai supposé que c'était intentionnel. Je n'avais rien intentionné du tout. J'avais juste été trop fatigué pour faire tomber le loquet en bois. C'était la première fois depuis des mois que je l'avais laissé ouvert. Elle avait soulevé le lard sur une assiette en étain, l'avait mis de côté, avait cassé des œufs dans le gras fondu. Ils avaient sifflé et éclaboussé. L'odeur m'avait serré l'estomac d'une faim soudaine. « Asseyez-vous, avait-elle dit, en hochant la tête vers la table. Ce sera prêt dans 1 minute. Je m'étais tenu là, la conscience s'insinuant lentement. Elle avait fouillé mes placards, trouvé la farine et le saindoux que j'avais acheté en juin et jamais touché. Les grains de café dans leur sac de toile, le petit salé enveloppé dans un torchon. Elle avait allumé le poêle, attisé le feu avec du petit bois, commencé à cuisiner dans ma cuisine comme si elle l'avait fait 100 fois. Je devrais dire quelque chose, devrais me sentir quoi? Envahi, reconnaissant. Je ne pouvais pas déterminer ce que je ressentais, seulement que mes mains tremblaient et ma bouche était sèche. Je m'étais dirigé vers la table, assis dans ma chaise habituelle. La tasse en étain avait disparu, remplacée par 2 tasses propres que Marie avait dû apporter de sa tante, 2 assiettes, 2 fourchettes. Marie avait apporté la cafetière, servie sans demander. Le liquide était sombre, presque noir. La vapeur s'élevait d'entre nous. Elle avait reposé la cafetière sur le poêle, était revenue avec les assiettes, lard, œufs frits dans le gras du lard, des biscuits qui semblaient dorés, même à la lumière de la lampe. Elle avait glissé l'assiette la plus pleine vers moi. Mangez pendant que c'est chaud. J'avais pris ma fourchette. Les œufs étaient cuits, mais pas durs. Les jaunes encore moelleux au centre. J'en avais coupé un. Le jaune avait coulé sur l'assiette. J'en avais pris une bouchée. Le sel et la richesse et la légère saveur fumée du gras de l'or. Mes yeux brûlaient. J'avais cligné fort, regardant mon assiette. En face de moi, Marie mangeait en petites bouchées précises. Elle avait cassé son biscuit, s'en était servie pour éponger le jaune d'œuf, mâchait lentement, sans me regarder, mais sans éviter mon regard non plus. Elle mangeait juste son petit déjeuner comme si c'était normal, comme si elle cuisinait dans la cuisine d'hommes inconnus chaque matin de sa vie. Le silence s'était étiré, pas inconfortable, juste présent. Les biscuits sont bons, avais-je dit finalement. Ma voix sonnait étrange à mes propres oreilles, peu habituée à la conversation si tôt le matin, ou à la conversation tout court. J'ai apporté du levain avec moi, avait dit Marie. De l'Est, je l'ai gardé vivant pendant tout le voyage. Long voyage. Une ville de Pennsylvanie, en dehors de Pittsburgh. J'avais hoché la tête. Je ne savais pas quoi dire à cela. J'avais mangé plus d'œufs. Marie avait pris une gorgée de café, avait posé sa tasse. Voulez-vous voir le domaine correctement aujourd'hui? Déterminer ce qui doit être fait. Je vous l'ai déjà dit hier, principalement les clôtures. Plus que ça, je parie. Elle m'avait regardé droit dans les yeux. À quand remonte la dernière fois que vous avez travaillé ce potager? La chaleur m'était montée au cou. Ça fait un moment. Les poulets pondent? Pas bien. La vache a été traite régulièrement? J'avais posé ma fourchette. Vous essayez de me faire comprendre quelque chose? J'essaie juste de comprendre avec quoi je travaille. Pas de jugement dans sa voix, juste un fait. Je ne peux pas aider si je ne sais pas ce qui a besoin d'aide. J'avais repoussé mon assiette. La moitié de la nourriture y était encore. Mon estomac avait rétréci. Il ne pouvait pas en contenir beaucoup. La vache est nourrie, comme les chevaux, comme tout le reste. Mais pas traite? Non. Marie avait hoché la tête, avait fini son biscuit. Nous commencerons par là. Ensuite, après le petit déjeuner, vous me ferez visiter tout. Ne laissez rien de côté. Le nous avait atterri lourdement. Je l'avais retourné dans mon esprit, testant son poids. Elle s'était levée, avait ramassé les assiettes,
les avait portés à l'évier sec, versé de l'eau du seau dans une bassine. Ses mains avaient fait les chaises, grattant, lavant, mettant les choses à sécher sur le support en bois que je n'avais pas utilisé depuis des mois. J'observais ses mouvements dans ma cuisine. Elle savait où les choses allaient sans demander, avait compris mon système ou créé le sien. La lumière de la lampe éclairait le côté de son visage, montrait la ligne de sa mâchoire, la concentration dans ses yeux pendant qu'elle travaillait. « Vous n'aviez pas à faire ça, avais-je dit. Je sais. Vous auriez pu juste arriver comme on avait convenu. J'aurais pu. » Elle s'était séché les mains sur son tablier. Ça semblait plus facile comme ça. Elle avait défait son tablier, l'avait plié, l'avait posé sur la chaise, me regardant avec attente. « Alors, avait-elle dit, vous allez me faire visiter ou allons-nous rester assis ici toute la journée? » Je m'étais levé. Mes jambes se sentaient plus fermes que la veille. De la nourriture dans le ventre, le café circulant dans mes veines. Je me sentais plus éveillé que depuis des semaines. « Maman, je dois m'arrêter ici un instant. Cette histoire, cette situation avec Marie, c'était franchement un peu absurde. Moi, Julien, cet ermite endurci par le malheur et le silence, et cette femme, Marie, qui arrive de nulle part, ou plutôt de l'Est lointain, avec son panier, son levain et sa détermination à remonter mes clôtures. C'est le genre de choses qui n'arrivent jamais, n'est-ce pas? On vous dit que la vie continue, mais on ne s'attend pas à ce qu'elle vienne frapper à votre porte avec des biscuits et des conseils sur l'élevage de poulets. J'étais tellement habitué à ce que tout s'écroule, à ce que les gens partent, que l'idée même qu'une nouvelle personne puisse apparaître et rester me dépassait. Mon père disait toujours « Méfie-toi des belles promesses, fils. Elles sont rarement vraies. » Il parlait des marchands de bestiaux, mais là, ça résonnait différemment. C'était comme si cette nouvelle vie, ce semblant d'espoir, était trop belle pour être réelle. Et ce qui est trop beau pour être vrai, on sait ce que c'est, non? Ça sent toujours un peu l'arnaque ou la catastrophe à venir. Aucune idée. En tout cas, revenons à nos moutons, ou plutôt à mes poulets. Nous avions marché dehors dans l'aube grise. L'air était frais, pas encore touché par la chaleur du jour. La rosée argentait l'herbe. Un coq avait chanté depuis le poulailler, répondu par un autre au loin. Marie marchait à côté de moi, son pas s'accordant au mien. Pas derrière, pas devant, à côté. Nous avions d'abord traversé vers la grange. Je lui avais montré les outils, le cuir d'attelage qui avait besoin d'être réparé, le foin stocké dans la mezzanine. Elle avait grimpé l'échelle sans hésiter, avait examiné le foin, était redescendue avec de la paille dans les cheveux. « Ça tiendra l'hiver, avait-elle dit. Si vous avez assez de bétail à nourrir. » J'en ai assez. Nous avions rejoint le poulailler. La porte pendait sur des charnières en cuir que j'avais faites des années auparavant, maintenant craquelées par le temps. Marie l'avait ouverte. Les poulets s'étaient dispersés, gloussant leurs plaintes. Elle était entrée. J'étais resté sur le seuil, observant. Elle s'était déplacée dans le petit espace, vérifiant les nids, examinant la nourriture et l'eau, avait tiré un panier à œufs en bois d'un clou sur le mur, un clou que j'avais oublié là. Elle avait commencé à ramasser les œufs, les plaçant soigneusement dans le panier. Son tablier lui servait de poche. 3 œufs, 5, 8, plus que ce que j'avais ramassé en une semaine. Le soleil du matin avait percé à l'horizon. La lumière se déversait par les brèches des murs du poulailler, des fissures où les planches avaient rétréci. Pas des trous, je n'avais jamais comblé de trous. Les rayons striaient Marie en bande d'or et d'ombre. Elle se déplaçait à travers eux, fredonnant quelque chose de bas et sans mélodie, juste un son pour le plaisir du son. J'étais resté à 6 mètres, près de la clôture que j'avais l'intention de réparer. Un marteau à la main, des clous dans ma poche. J'avais pris le marteau sans réfléchir. La mémoire musculaire reprenant le dessus. Je l'avais levé, positionné un clou contre la traverse fendue. Le fredonnement flottait dans l'espace entre nous. J'avais arrêté mon élan à mi-chemin,
baisser le marteau. Les poulets gloussaient et grattaient. Marie fredonnait. Quelque part dans le blé, une alouette des champs avait entamé son chant matinal. La musique. La ferme avait été silencieuse si longtemps que j'avais oublié le son de la vie. Oublié les petits bruits qui donnent à un endroit l'impression d'être habité, occupé, chez soi. J'étais resté là, le marteau lourd dans ma main, écoutant. Marie était sortie du poulailler, le panier plein. Elle m'avait vu la regarder, avait arrêté de fredonner. Quoi? Rien. Elle s'était dirigée vers moi. Les œufs nichés dans la paille, bruns, étaient achetés. J'ai trouvé une poule couveuse là-dedans. Elle fera éclore des poussins si vous la laissez faire. Je n'ai pas besoin de plus de poulets. J'ai besoin de pondeuses. Ces poules vieillissent. Il faut du sang jeune. Elle avait levé le panier. Ça ne fait pas assez d'œufs pour 2 personnes qui travaillent toute la journée. Il en faut plus. 2 personnes. Elle l'avait dit naturellement, comme si c'était déjà décidé. Nous avions parcouru la ligne de clôture ensemble. Elle avait montré la pourriture que j'avais cessé de voir. M'avait montré où les poteaux avaient bougé lors du dégel printanier, où le fil s'était rouillé. Elle m'avait interrogé sur l'irrigation, la rotation des cultures, si j'avais récemment vérifié la profondeur du puits. Quelle est la profondeur de votre nappe phréatique? 100 mètres. Enfin, c'était le cas. Vous voudriez peut-être vérifier. Année sèche comme celle-ci, le niveau d'eau baisse. Nous étions revenus vers la cabane. Le soleil était monté plus haut. La chaleur commençait à s'installer. Marie avait mis la main en visière, regardant mes 60 hectares de blé. Vous récoltez ça seul? Je l'ai déjà fait. C'est beaucoup de travail pour un homme seul. Je me débrouille. Elle s'était tournée vers moi. Mais vous n'êtes pas obligé. Plus maintenant. Les mots étaient restés suspendus dans l'air du matin. J'avais rencontré son regard, brun, direct, inébranlable. Je viendrai les matins, avait-elle dit. Je travaillerai jusqu'à midi. Ça me donne l'après-midi pour mes clientes de couture en ville. Ça me permet de faire fonctionner mon commerce, de rester indépendante. Mais les matins sont à vous. Vos heures. Tout ce qui doit être fait ici, on le fera ensemble. Échange équitable, comme on a dit. Et quand la moisson viendra, on s'arrangera. Une telle certitude dans sa voix, comme si elle avait déjà décidé que cela fonctionnerait, déjà engagée à le mener à bien. J'avais regardé au-delà d'elle vers la tente près du ruisseau, visible comme une forme pâle à travers les peupliers. Cet abri tiendra-t-il sous une forte pluie? Probablement pas. Alors on répare ça d'abord, avant tout le reste? Marie avait hoché la tête. D'accord. Nous étions restés là dans la chaleur montante, la lumière du matin dure et honnête autour de nous. Ma terre s'étendait dans toutes les directions, blé et clôture, et assez de travail pour 3 hommes, sans parler d'un qui était à moitié mort la veille. Mais elle était là, debout dans ma cour comme si elle y appartenait, comme si elle avait l'intention de rester. Le coq avait chanté de nouveau, la vache mugissait de la grange ayant besoin d'être traite. Les biscuits ont démarré, avait dit Marie. Elle était allée vers la grange. Je l'avais regardée partir, regardé la ligne droite de son dos, son pas résolu. Elle ne s'était pas retournée pour voir si je la suivais. Je l'avais suivie quand même, à l'intérieur de la grange. Elle avait trouvé le tabouret de traite sans demander où il était, s'était assise à côté de la vache, avait mis le seau en place. Ses mains avaient trouvé les mamelles, avaient commencé le mouvement rythmique de tirer et presser. Le lait avait sifflé dans le seau, la mousse montant. La vache était restée patiente, mâchant sa rumination. J'étais appuyé contre la porte de l'étable, regardant Marie travailler. Efficace, expérimentée. Elle avait déjà fait ça, quelque part en Pennsylvanie peut-être. Sur le domaine de son père, elle l'avait mentionné une fois et n'avait jamais expliqué. Le seau de lait s'était rempli. La grange sentait le foin et la chaleur animale et l'odeur douce et un peu aigre du lait frais. Dehors, la journée montait en pleine chaleur. Les cigales commençaient leur bourdonnement et pour la première fois depuis plus longtemps,
que je ne pouvais me souvenir. Oh, je ne redoutais pas les heures à venir. Marie avait fini de traire, s'était levée avec le seau, la mousse giclait. Où est-ce que vous le filtrez? La cuisine, un chiffon propre dans le tiroir près de l'évier. Celui que j'ai utilisé pour la vaisselle? Oui, elle avait porté le seau devant moi, le lait se balançant, blanc contre l'étain. À la porte, elle s'était arrêtée, s'était retournée. Vous allez rester là toute la journée, ou vous allez m'aider à comprendre comment garder vos poulets en vie. J'avais quitté la porte de l'étable, l'avais suivi au soleil. Le travail s'étendait devant nous. Réparation de clôture, réparation du poulailler, consolidation de sa tente avant les pluies. Plus de travail que je n'en avais fait en des mois, plus de travail que je n'aurais cru pouvoir gérer. Mais ses mains étaient fermes sur ce seau de lait, et sa voix ne laissait aucun doute. Et quelque part, au fond de mon esprit, une pensée s'était formée que je ne m'étais pas autorisé à examiner de trop près. Peut-être que je n'avais plus à gérer seul. Elle est arrivée le matin suivant, son petit panier en bois sous le bras. Pas celui en osier d'avant. Celui-ci était plus petit, avec un couvercle à charnière et une poignée de fil de fer enveloppée de tissu. Elle l'a posé sur la table de la cuisine alors que je finissais mon café. « Qu'est-ce que c'est? » ai-je demandé. Elle a ouvert le couvercle. À l'intérieur, des bobines de fil rangées par couleur. Un pot en verre rempli de boutons de tout style. Des aiguilles emballées dans du papier planté dans un morceau de feutre. Un dé à coudre. Des petits ciseaux pointus. Un cône de cire d'abeille jauni par le temps. « Mon nécessaire », a-t-elle dit. Elle a tendu la main sur la table et a pincé ma manche. La couture le long de mon épaule s'était déchirée. Le tissu était plissé et effiloché. On ne peut pas avoir mon partenaire de travail qui ressemble à un épouvantail. La chaleur m'a monté au cou. « Ça va, ces chemises. »« Non, ça ne va pas. » Elle a tiré ma manche à nouveau. « D'ailleurs, enlevez ça. »« Quoi? La chemise? »« Enlevez-la. Je vais la réparer pendant que vous travaillez. » J'ai posé ma tasse de café. J'ai d'autres chemises. Je les ai vues. Elles ont toutes besoin de réparation. Elle a tiré une chaise, s'est assise et a commencé à choisir du fil. Vous pouvez porter votre manteau de travail le temps que je finisse. Ça ne prendra pas longtemps. Je suis resté là, mon café refroidissant dans ma tasse, la regardant enfiler une aiguille. Ses doigts bougeaient vite et sûrement. Elle léchait le fil, le passait dans le chasse, le tirait à moitié, faisait un nœud au bout, la mémoire musculaire. « Allez », a-t-elle dit, sans lever les yeux. « On n'a pas toute la journée. » J'ai enlevé la chemise. Je me suis senti exposé là, en maillot de corps, du coton jauni, usé au col. Je lui ai tendu la chemise. Marie l'a prise, l'a étendue sur ses genoux, a examiné la couture déchirée. « Bon tissu, dit Sam. »« Tissu, » a-t-elle dit. Son doigt a tracé le tissage. Il avait juste besoin que quelqu'un s'en occupe. Elle ne m'a pas regardé quand elle a dit ça. Elle a juste baissé la tête, positionné l'aiguille et a commencé à coudre. L'aiguille allait et venait. Ses points étaient peu réguliers, presque invisibles. Elle travaillait en silence, le visage concentré. J'ai enfilé mon manteau de travail, une toile épaisse. Trop chaud pour où, mais ça ferait l'affaire. J'ai pris mon chapeau, me suis dirigé vers la porte. « Il y a 2 autres chemises sur votre lit », a dit Marie. « Apportez-les quand vous reviendrez pour le repas de midi. » Je me suis arrêté sur le seuil, me suis retourné. « Vous êtes entré dans ma chambre. Il fallait bien voir ce que vous aviez. » Elle a noué un fil, l'a coupé net avec ses dents, a commencé sur la couture suivante. « Ne vous inquiétez pas, vos affaires personnelles ne m'intéressent pas. Seulement vos réparations. » La porte s'est refermée derrière moi. Je suis resté sur le porche, la chaleur déjà montante, essayant de calmer l'étrange sensation dans ma poitrine. Elle était entrée dans ma chambre, avait vu le lit défait, les vêtements éparpillés sur le sol,
la couche de poussière surtout, avait ramassé mes chemises sans demander. Je devrais être en colère, me sentir envahi. Au lieu de cela, je me sentais juste fatigué et quelque chose d'autre que je ne pouvais nommer. La matinée s'est écoulée à réparer les clôtures, à repositionner des poteaux, à refaire les fils. Mes mains se souvenaient des mouvements, même si mon corps avait oublié comment s'en soucier. Marteau, coupe-fils, agrafe bien enfoncée. La sueur traversait mon maillot de corps. Le manteau que j'avais enlevé après 1 heure, jeté sur un poteau de clôture. Quand je suis rentré à midi, 3 chemises étaient pliées sur la table. Ma chemise d'origine, plus 2 autres, toutes réparées, les boutons remplacés là où ils manquaient, les coutures renforcées, les cols redressés. Marie était à la cuisinière, remuant quelque chose dans une marmite. Elle m'a jeté un coup d'œil. « Lavez-vous! La nourriture est presque prête. » J'ai regardé les chemises, j'en ai pris une, les retournées dans mes mains. La couture était si fine que je devais plisser les yeux pour la voir. Un travail de professionnel. Le genre qui dure. Elles sont bien, ai-je dit. Elles sont utilisables. Elle a versé le ragoût dans des bols. C'est ça qui compte. Nous avons mangé du ragoût de lapin avec des pommes de terre et des oignons sauvages qu'elle avait déterrés près du ruisseau. La viande était si tendre qu'elle se défaisait. Elle avait trouvé ma carabine, était allée chasser pendant que je réparais la clôture. N'avait pas demandé la permission, avait juste fait ce qu'il fallait faire. Après le repas, je me suis levé. Je vais vérifier votre tente. Pourquoi? Voir ce qu'il faut. Marie a essuyé son bol avec un morceau de pain. Il faut tout, mais ça tient pour l'instant. Ça ne tiendra pas sous une forte pluie. Probablement pas. J'ai rassemblé mes outils. Marteau, scie, corde. J'ai marché jusqu'au tas de bois derrière la grange. J'ai choisi des planches de pin dans une pile que j'avais coupée 2 étés auparavant pour un projet que je n'avais jamais commencé. Je les ai chargées sur mon épaule. Le poids me faisait du bien, un poids utile. La tente était dans une clairière au bord du ruisseau. Une toile tendue sur une armature de branches de saule vert qui avait commencé à se déformer. Un cercle de pierre pour le feu, une petite malle, un tapis tressé posé à l'intérieur. Marie m'a suivi. Elle est restée là à regarder pendant que je faisais le tour de la structure, testant les poteaux, vérifiant les piquets. Ça ne tiendra pas le mois, ai-je dit. Je sais. J'ai posé les planches, j'ai commencé à arracher les poteaux de sol. Ils sont sortis facilement. Le sol était encore mou après les récentes pluies. Marie s'est déplacée sans qu'on le lui demande, ramassant la toile au fur et à mesure que je la libérais, la pliant soigneusement pour la garder propre. « Vous avez déjà fait ça ?» ai-je dit. J'ai aidé mon père à construire une grange il y a longtemps. J'ai coupé les planches de pin à la bonne longueur. La scie mordait proprement, dégageant l'odeur âcre du bois fraîchement coupé. Marie a maintenu la planche pendant que je mesurais. Ses mains ne tremblaient pas. Nous avons travaillé tout l'après-midi sous la chaleur. J'ai planté les poteaux. Elle m'a tendu les clous. J'ai tendu la toile. Elle a tenu les coins. Aucun mouvement superflu. Pas de mots inutiles. L'armature a pris forme, plus solide qu'avant. Du pain au lieu du sol. Des poteaux profondément enfoncés. La toile tendue sur le dessus, attachée avec la corde que j'avais apportée de la grange. Ça tiendra, ai-je dit, attachant le dernier lien. Marie s'est reculée, examinant notre travail. C'est bien, merci. J'ai enroulé la corde restante. Vous avez des couvertures de rechange? Vous en aurez besoin quand le temps tournera. J'ai les miennes, pas assez. Je ne l'ai pas regardé. J'en ai plus que ce qu'il me faut de toute façon. C'était un mensonge. J'avais exactement ce dont j'avais besoin. Mais elle aurait froid en septembre et je ne pouvais pas supporter ça. Nous sommes rentrés à la cabane ensemble. Le soleil était bas, allongeant nos ombres sur le blé. Les grillons avaient commencé leur chant du soir. L'air sentait la poussière et l'herbe sèche et la légère odeur verte du ruisseau. À l'intérieur, Marie est allée directement au poêle.
Vous savez faire des biscuits? Non. Il est temps d'apprendre. Puis elle est assortie de la farine et du saindoux, les a mesurés dans un bol. Ses mains ont mélangé le gras à la farine jusqu'à obtenir une texture granuleuse. Elle a cassé un œuf à ajouter du beurre à beurre du pot en terre cuite dont j'ignorais l'existence. « Venez ici », a-t-elle dit. Je me suis approché d'elle. Elle a poussé le bol vers moi. « Mélangez juste ce qu'il faut pour que ça tienne. Ne travaillez pas trop la pâte. » J'ai démassé la main dans le bol. La pâte était fraîche et collante sous mes doigts. Je l'ai pressée, la repliant sur elle-même. « C'est assez », a dit Marie. « Maintenant, étalez-la. » Elle avait fariné la table. J'ai vidé la pâte dessus. Elle a atterri en une masse pâle. « Aplatissez-la à peu près cette épaisseur, » m'a-t-elle montré avec sa main, pouce contre index. Puis coupez des cercles. J'ai pressé la pâte avec mes paumes. Ça collait à mes doigts. J'ai essayé de lui donner forme. J'ai fini avec quelque chose de grumeleux et d'irrégulier. Marie regardait, les bras croisés. « Vous réfléchissez trop. Ce ne sont que des biscuits. » Ça semble compliqué. « C'est parce que vous la serrez à mort. » Elle a tendu la main, a pris mes poignets, a guidé mes mains, doucement, comme ça. Ses mains sur ma peau m'ont rendu conscient de mes bras. Je me suis concentré sur la pâte, essayant de ne pas remarquer à quel point elle était proche, la chaleur qui émanait d'elle. « Mieux », a-t-elle dit. Elle a lâché prise, s'est reculée. J'ai aplati la pâte. Elle m'a tendu une tasse en étain. « Coupez-les. » J'ai pressé la tasse dans la pâte. Ça a collé. J'ai essayé de la libérer. La pâte s'est déchirée. J'ai recommencé. Le suivant est sorti avec des bords irréguliers. « Ils n'ont pas besoin d'être beaux, » a dit Marie. « Juste comestibles. » J'ai coupé 6 cercles grossiers. Ils ne ressemblaient en rien aux biscuits parfaits qu'elle faisait. Marie les a mis sur une plaque de cuisson, les a glissés dans le four. « 15 minutes, » a-t-elle dit. « On verra si vous les avez brûlés. » Nous étions assis à table, attendant. La cabane s'est remplie de l'odeur du pain qui cuit. J'observais la lumière de la lampe vaciller sur les murs. Marie avait taillé la mèche ce matin-là, nettoyé la cheminée du poêle. La lumière brûlait plus clairement maintenant, stable et brillante. Le minuteur, une vieille horloge avec une aiguille des minutes cassée, tic-tac dans le silence. « Ils vont brûler, ai-je dit. »« Peut-être. » L'odeur a changé, de la pâte crue au pain doré à quelque chose d'un peu plus piquant. Marie s'est levée, a sorti la casserole du four. Les biscuits avaient gonflé, dorés sur le dessus, plus foncés qu'ils n'auraient dû l'être sur les bords. Elle a posé la casserole sur la table, en a pris un, l'a cassé. La vapeur s'est élevée. L'intérieur était pâle et moelleux. Le dessous était noir. Elle m'a regardé. « Vous les avez brûlés. » « Je sais. » Quelque chose dans sa voix, pas de critique, pas même de déception, juste une affirmation de fait, délivrée si simplement que ça m'a frappé comme absurde. Un son m'a échappé. Moitié tout, moitié rire. J'ai essayé de l'arrêter, impossible. La bouche de Marie a tressailli. « Qu'est-ce qui est drôle? » « Rien, juste. » J'ai fait un geste vers les biscuits. Je vous avais dit que je les brûlerais. Oui, c'est ce que vous avez fait. Elle a cassé le fond brûlé, l'a jeté, a pris une bouchée de la bonne partie, a mâché, a avalé. Toujours comestible, a-t-elle dit. J'en ai pris un, j'ai fait de même. J'ai cassé la partie carbonisée, j'ai mangé le reste. C'était sec, dense, rien à voir avec les siens, mais c'était chaud dans ma main. Et Marie me souriait. Juste un léger mouvement au coin de sa bouche. À peine là, mais un sourire quand même. On réessayera demain, a-t-elle dit. On brûlera probablement ceux-là aussi. Probablement. Nous avons mangé les biscuits brûlés, tous les 6, assis à la table tandis que l'obscurité tombait dehors, la lumière de la lampe chaude autour de nous. Le silence était confortable maintenant, facile, comme si nous faisions cela depuis des années au lieu de jours. Quand le dernier biscuit a été mangé, Marie s'est levée et rassemblé la casserole, le bol,
la farine renversée, s'est déplacée dans ma cuisine comme si c'était de la sienne. J'observais pendant qu'elle faisait la vaisselle à l'évier, la courbe de son dos, le mouvement habile de ses mains. Elle fredonnait en travaillant, le même son sans mélodie du poulailler. La cabane ne semblait plus vide. Elle s'est séchée les mains sur le torchon, l'a accroché à son clou, s'est tournée vers moi. « Je devrais rentrer, a-t-elle dit, avant qu'il ne fasse vraiment nuit. Je vous raccompagne. » « Pas besoin, je connais le chemin. » J'ai pris la lampe, je l'ai portée dehors. Nous avons marché jusqu'à sa tente en silence. Les étoiles étaient apparues, dures et brillantes. Une lune fine pendait bas sur le blé. À sa tente, Marie s'est penchée à l'intérieur et ressortit avec sa propre lampe déjà allumée. La toile brillait de l'intérieur, chaude et couleur miel. « Merci, a-t-elle dit, pour l'armature. Échange équitable. » Elle m'a regardé à la lumière de la lampe. Son visage était principalement dans l'ombre, ses yeux sombres et impénétrables. « À demain, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête, j'ai fait volte-face. Julien. Je me suis arrêté, me suis retourné. Elle n'avait jamais utilisé mon prénom avant. Juste Monsieur Calhoun ou rien. Oui, ses chemises. Elle a fait une pause. C'était du bon tissu, ça valait le coup de les sauver. Je savais qu'elle ne parlait pas seulement des chemises. Ma gorge s'est serrée. J'ai hoché la tête une fois, je ne pouvais pas faire confiance à ma voix. Le retour à ma cabane a semblé plus long que d'habitude. Ma lampe projetait mon ombre immense sur le blé derrière moi. La tente de Marie brillait comme une petite balise dans l'obscurité. À l'intérieur de ma cabane, l'odeur des biscuits brûlés persistait. Les chemises réparées étaient pliées sur la chaise. La vaisselle lavée séchait sur l'égouttoir. Des preuves de sa présence partout où je regardais. Je me suis assis à la table, j'ai pris une des chemises, l'ai tenue à la lumière de la lampe, examinant les points comme elle avait examiné mes coutures déchirées. Petit, régulier, presque invisible. Le genre de soin qui dure. J'ai plié la chemise, l'ai posée, j'ai regardé la chaise vide en face de moi. La chaise où elle s'était assise, m'enseignant à faire des biscuits, partageant de la nourriture brûlée comme si c'était un festin. Demain, elle serait de retour tôt, avant l'aube, se laisserait probablement entrer, lancerait le café, préparerait le petit déjeuner comme si elle y appartenait. Et j'ai réalisé avec une secousse qui ressemblait à une chute que je voulais qu'elle y appartienne. Ça m'a terrifié plus que la solitude ne l'avait jamais fait. Il me semble, avec le recul, que la mémoire est une chose capricieuse. Je mélange les jours, parfois les visages. Était-ce cette semaine-là ou l'autre que j'ai dit à Marie de partir? Je n'en suis plus si sûr. Ce dont je me souviens, c'est du goût amer de mes propres mots. J'étais là, à ma table, les mains serrées autour d'une tasse de café froid. Elle m'avait parlé des raconteurs du village, Madame Dubois et son cercle de pieuses commères. Cette femme mexicaine, avait-elle rapporté sa voix dure, qui passe tout son temps chez un célibataire. Indécent, elles ont dit, honteux, une étrangère en plus, comme si ça rendait les choses pires. La chaleur m'avait envahi la poitrine. Elles ont dit ça en face? Assez fort pour que je les entende. C'est la même chose. Elle m'avait regardé alors, les yeux brûlants. Madame Dubois a dit, « Vous et moi, nous nous moquons des gens honnêtes. » Elle a dit que j'étais probablement... Elle s'était arrêtée, avait secoué la tête. Peu importe ce qu'elle a dit, ça importe. Non, ça n'importe pas. Mais sa voix s'était brisée sur les mots. Je savais que ça arriverait, je le savais. Le premier jour où je suis venu ici, une femme seule, un homme seul travaillant ensemble. Les gens parlent, c'est ce qu'ils font. Mes mains s'étaient serrées en poing. Qu'ils parlent. Facile à dire pour vous. Vous êtes d'ici, vous avez de la terre, un nom que les gens respectent. Je ne suis personne, juste une couturière mexicaine qui vit dans une tente. Elle avait posé la tasse violemment. Le café avait débordé. Peut-être que je devrais arrêter de venir, pour nous deux.
Ces mots m'avaient frappé comme un coup de poing dans l'estomac. C'est ce que vous voulez. Peu importe ce que je veux. C'est la seule chose qui importe. Non, elle s'était levée brusquement. La chaise avait raclé le plancher. Ce n'est pas vrai. Vous avez une réputation ici. Des voisins avec qui vous devez vivre. Je ne vais pas vous ruiner ça. Je m'étais levé aussi. La table était entre nous comme une barrière. Vous croyez que je me soucie de ce que Madame Dubois a dit? Vous devriez. Eh bien, je ne m'en soucie pas. Vous vous en soucierez quand ils cesseront d'acheter votre blé, quand ils ne viendront plus vous aider à la moisson, quand ils vous tourneront le dos à l'église. Sa voix montait. J'ai déjà vu ça. Les gens comme elle, ils ont du pouvoir. Ils peuvent vous rendre la vie infernale. Alors qu'ils le fassent. C'est facile à dire maintenant, mais quand ça arrivera, si c'est ce que vous voulez, l'avais-je coupé, la voix rauque. Alors, allez plier votre tente et partez. Je ne vous retiendrai pas. Le silence était tombé entre nous, lourd. Marie me regardait, le visage blanc. C'est ce que vous voulez? Avait-elle dit doucement. Que je parte? Ma gorge s'était serrée. Les mots ne venaient pas. Parce que non, ce n'était pas ce que je voulais. Loin de là. Mais la peur m'avait pris à la gorge et je ne pouvais pas la dépasser. Si vous comptez partir de toute façon, avais-je dit, autant le faire maintenant. Marie avait tressailli comme si je l'avais frappée. Elle s'était détournée, avait attrapé son bonnet sur la table. Bien, avait-elle dit. Elle avait marché jusqu'à la porte. Sa main avait trouvé le loquet. Je restais figé, la regardant partir, sachant que si elle passait cette porte, elle ne reviendrait pas. Sachant que je venais de détruire la seule bonne chose qui m'était arrivée depuis des années, sachant que je le méritais. La main de Marie s'était serrée sur le loquet, mais elle ne l'avait pas tiré. Elle était restée là, dos à moi, les épaules rigides. « Je ne veux pas partir », avait-elle dit, sa voix à peine un murmure. Les mots avaient flotté dans l'air entre nous. Mes mains s'étaient desserrées. « Alors ne pars pas. Vous venez de me dire de partir. »« Je sais. »« Alors, qu'est-ce que c'est? » Elle s'était retournée pour me faire face. Des larmes coulaient sur son visage, mais sa voix restait ferme. « Vous me voulez ici ou pas? » La question était tombée comme un coup direct, inévitable. Je l'ai regardé, debout dans mon entrée, des larmes sur son visage et son bonnet serré dans des mains aux jointures blanches. J'ai regardé la table où nous avions partagé une vingtaine de repas. Les chemises réparées pliées sur la chaise, les tasses de café encore chaudes de ses mains. Des preuves de sa présence partout où je regardais. « Je vous veux ici. » « Si, ai-je dit. » Les mots sont sortis de ma gorge écorchés. « Je ne veux pas que vous partiez. Pas maintenant. Jamais. » Marie a eu un hoquet. « Alors pourquoi vous avez dit? » « Parce que j'ai peur. L'aveu m'a arraché. J'ai perdu tous ceux que j'ai jamais aimés. Tous. Et c'est plus facile. Ça a toujours été plus facile de ne pas s'attacher, de ne laisser personne s'approcher, parce qu'alors, ça ne fait pas mal quand ils partent. Je ne pars pas. Tout le monde part. Pas moi. Vous ne savez pas ça. Si, je sais. Elle s'était éloignée de la porte, avait traversé la pièce jusqu'à la table, avait posé ses deux mains à plat sur la surface, s'était penchée en avant. Vous croyez que je ne sais pas ce que c'est d'être laissé? Mon père est mort quand j'avais 10 ans. Ma mère s'est remariée, m'a envoyé chez sa sœur en Pennsylvanie. Ma tante m'a fait travailler comme une bête, puis m'a mise à la porte quand j'ai eu 16 ans. Mon mari a pris tout ce que j'avais et m'a laissé à une gare sans rien. Sa voix tremblait, mais ne s'est pas brisée. Je connais la fuite, d'être abandonné. Je le connais mieux que personne et je ne vous le ferai pas, et je ne vous laisserai pas me le faire non plus. J'étais face à elle, de l'autre côté de la table. La lampe brûlait entre nous, projetant nos ombres immenses sur les murs, presque à se toucher. « Et si elles ont raison, » avais-je dit doucement, « Madame Dubois et les autres, et si on l'est, si ce n'est pas convenable,
Je m'en fiche. Vous devriez. Pourquoi? Pour que je vive ma vie à me soucier de ce que les gens pensent. Pour que je meure seul et respectable. Elle avait ri, amère. Non, merci. Je préfère être scandaleuse et heureuse. Vous êtes heureuse? La question l'a stoppée. Elle m'a regardé par-dessus la table. Vraiment regardé, ses yeux cherchant mon visage. Oui, a-t-elle dit finalement. C'est la première fois depuis des années. Je suis heureuse. Et vous? J'ai avalé difficilement. Oui. Alors c'est tout ce qui compte. Le village fera des histoires. Qu'il le fasse. Ça pourrait devenir grave. Je sais. Vous êtes sûr de ça? Marie s'est redressée, s'est essuyé le visage du revers de la main. Je suis sûr. Nous sommes restés là, la table entre nous, la lumière de la lampe chaude autour de nous. Dehors, les grillons chantaient. L'air nocturne s'infiltrait par la porte ouverte, apportant l'odeur du blé sec et de la poussière. « Qu'est-ce qu'on fait? » ai-je demandé. « On continue, on travaille, on... » Elle a fait un geste vers la table, la cabane, l'espace entre nous. On continue à faire ça, quoi que ce soit, et quand ils parleront, on les laissera parler. Elle a rencontré mon regard, ferme et sûr. On a du travail à faire. La moisson arrive, l'hiver après ça. On a des choses plus importantes à craindre que ce que Madame Dubois pense. J'ai hoché la tête lentement. Ma poitrine me semblait serrée, comme si quelque chose s'était desserré en elle. « D'accord, ai-je dit. « D'accord, oui, on continue. » Marie a pris sa tasse de café, l'a vidée, l'a posée avec un doux cliquetis. « Je devrais retourner à ma tante, a-t-elle dit, avant qu'il ne fasse plus tard. Je vous le raccompagne. Vous le faites toujours. » Nous avons marché le chemin en silence. Les étoiles étaient apparues, dures et brillantes. Pas encore de lune, juste l'obscurité et la lumière des étoiles, et le son de nos bottes sur la terre dure. À sa tente, Marie a allumé sa lampe. La toile brillait de l'intérieur. « Merci, a-t-elle dit, d'avoir dit ce que vous avez dit tout à l'heure. Juste la vérité. Je sais, c'est pour ça que ça compte. » Elle s'est glissée dans sa tente. Je suis resté dehors, ma propre lampe projetant une flaque de lumière à mes pieds. Julien. Je me suis retourné. Elle était dans l'ouverture de la tente, silhouettée contre la lueur chaude. « Demain, a-t-elle dit. Je serai là tôt, comme toujours. Je sais. » Elle a souri, juste une légère courbure de sa bouche, à peine visible dans l'obscurité, mais un sourire quand même. Le retour à ma cabane a semblé plus court que d'habitude. Le blé murmurait dans la brise nocturne qui s'était enfin levée. L'air frais me lavait le visage. À l'intérieur, la cabane sentait toujours le café et la légère trace de son savon à la lavande et au savon, et quelque chose d'autre, quelque chose d'uniquement Marie. Je me suis assis à la table, j'ai pris sa tasse, encore chaude. Demain, elle serait de retour. Nous transporterions plus d'eau, ferions plus de travail, affronterions tout ce qui viendrait d'ensemble. Le mot s'est installé dans ma poitrine, lourd et sûr. Mais alors que j'étais assis là, à la lumière de la lampe, une pensée ne cessait de revenir, aiguë et inévitable. Nous nous étions choisis, nous avions choisi cela. Quoi que ce soit, quoi que cela devienne. Et maintenant, tout le village le saurait aussi. Ce fut un jour comme un autre, ou plutôt le début de quelque chose de nouveau, que le reste du village apprendrait bientôt. Monsieur Delacroix, le banquier, un homme respecté de tous, avait fait son apparition sur mon terrain le lendemain de notre retour de Saint-Étienne. Non, pas exactement le lendemain, mais dans les jours qui suivirent, je ne me souviens plus du jour exact, c'était peut-être un mercredi. Non, ça devait être un mardi. Ça importait peu. Ce dont je me souvenais, c'était le choc dans la conversation du mercantile. Il s'était approché, l'air grave, la chaîne de sa montre brillant sur son gilet. Nous étions en train de décharger du bois, Marie et moi, avec les garçons de M. Delacroix, qui étaient venus spontanément, ou plutôt, que le vieux Delacroix avait envoyé, à ma surprise totale.
Son fils, Paul Mercier, était là aussi, avec 2 de ses employés. Marie et moi étions en train d'organiser les planches pour sa future cabane. Elle voulait que la porte soit orientée à l'est pour le soleil du matin, une fenêtre sur le mur sud pour la lumière. Nous avions passé la matinée à en débattre, à dessiner des croquis dans la poussière avec un bâton. Des arguments, oui, il y en avait eu, des petites querelles pour des démarres. Elle voulait un garde-manger souterrain, j'insistais pour qu'elle utilise le mien. Ces moments-là, je les revois, flous parfois, mais le sentiment de vie, de quelque chose qui se construit, lui, est resté vif. Monsieur Delacroix était arrivé alors que nous étions penchés sur une planche, discutant du bon emplacement. « Entendu dire que vous aviez un projet de construction », avait dit Monsieur Delacroix. Ma mâchoire s'était serrée. « Oui, monsieur. Besoin d'aide? J'ai quelques garçons qui pourraient vous épargner un jour ou 2. Ça irait plus vite. » L'offre avait plané dans l'air. Je l'avais regardé, essayant de comprendre. Les yeux de Monsieur Delacroix étaient instables, même gentils. Il faut du courage pour construire quelque chose de nouveau. Je respecte ça. Il m'avait tendu la main. J'avais hésité, puis l'avais prise. La poigne du vieil homme était ferme, cailleuse. Il m'avait serré la main une fois, puis s'était tourné vers Marie. « Mademoiselle Dubois, avait-il dit, inclinant son chapeau, bienvenue dans la communauté. » Le souffle de Marie s'était coupé. « Merci, monsieur. » C'était ça la clé. Ce geste, le banquier. Devant tout le monde, à la merci du regard des autres, au lieu de se cacher, nous avions choisi d'être vus ensemble. Vous savez, ce moment où vous vous dites « Qu'est-ce qu'on ferait sans ces personnes qui, sans un mot, sans même un regard parfois, soutiennent le bon plutôt que le mauvais? » Ce jour-là, Monsieur Delacroix a tout changé. Il a fait pencher la balance. Pas seulement pour Marie et moi, mais pour le village aussi. Les jours suivants ont été une succession de travail acharné et de petites victoires. Les garçons de Monsieur Delacroix étaient venus à l'aube. De jeunes hommes robustes aux mains calleuses. Paul Mercier aussi. Ils avaient coupé des rondins, planté des poteaux. Marie marquait les mesures, tenait les planches. Le travail avançait à une vitesse folle. Ce qui m'aurait pris une semaine, seul, était fait en quelques heures. Le deuxième jour, M. Delacroix est revenu, malgré son dos, pour surveiller, donner des conseils. En quelques jours, la cabane de Marie était debout. Une pièce, 12 pieds par 14 peut-être. Une vraie fenêtre en verre sur le mur sud, face au ruisseau. Une cheminée en pierre sur le côté ouest, les pierres que j'avais cueillies dans la rivière. La porte en peigne sur des charnières en fer que l'aîné des garçons de M. Delacroix avait apporté. « Ça tiendra, » avait-il dit, en testant le battant de la porte. « L'hiver est au-delà. » Ce soir-là, elle était venue dans ma cabane. Elle portait un gâteau qu'elle avait cuit dans l'après-midi, aux pommes séchées, son préféré, m'avait-elle dit. Le mien aussi, j'avais remarqué. Nous avions mangé sur le porche. Le soleil avait disparu derrière les champs de blé. Le ciel, l'herbe, le visage de Marie, mes mains sur l'assiette. Tout était or et ambre. La lumière adoucissait les angles rudes, rendait tout plus doux qu'il ne l'était. Nous étions assis dans les 2 chaises. J'avais sculpté la seconde il y a 2 semaines, travaillant tard à la lumière de la lampe. Je l'avais assortie à la première, même hauteur, même largeur, pour qu'elle soit égale. Marie avait équilibré son assiette sur ses genoux, avait pris une bouchée du gâteau, avait mâché lentement. « C'est bon, » avais-je dit, « un peu sec. » « C'est parfait. » Elle avait souri, ce léger mouvement au coin de sa bouche qui m'avait appris qu'elle était contente, mais ne le dirait pas. Nous avions mangé en silence. Un silence confortable, le genre qui n'a pas besoin d'être rempli. Le chant des grillons s'élevait de l'herbe. Quelque part près du ruisseau, une chouette appelait. Une autre avait répondu depuis les peupliers. Les étoiles étaient apparues, dures et brillantes. Pas encore de lune, juste l'obscurité et la lumière des étoiles. Et nous 2 sur mon porche, assiettes en équilibre sur nos genoux. Marie avait mis son assiette vide de côté, avait enveloppé ses mains autour de sa tasse de café.
La vapeur s'enroulait entre nous. Julien. Oui? Ce que vous avez dit l'autre matin, sur le fait de me vouloir ici, vous le pensiez vraiment? Je l'ai regardé, vraiment regardé. Son visage était surtout dans l'ombre maintenant, éclairé seulement par la lumière de la lampe de l'intérieur de la cabane. Mais ses yeux avaient capté cette lumière, l'avaient réfléchi. Oui, avais-je dit, je le pensais. Bien. Elle avait pris une gorgée de café, parce que je reste aussi longtemps que vous me voudrez. Ça pourrait être longtemps. J'y compte bien. La chouette avait appelé de nouveau, plus près cette fois. Nous pouvions entendre ses ailes alors qu'elle planait bas au-dessus du blé. En chasse. La moisson arrive, avais-je dit. 3 semaines, peut-être 4. Nous serons prêts. Ce sera un travail difficile. Toujours. Il faudra peut-être embaucher de l'aide. On s'arrangera. Elle m'a regardé. On s'arrange toujours. Ce mot encore, on, ça me semblait encore étrange dans ma bouche, et encore comme quelque chose que je pourrais briser si je le tenais trop fort. Mais il était là, réel, solide comme la cabane que nous avions construite aujourd'hui. Nous sommes restés jusqu'à ce que le café refroidisse, jusqu'à ce que les étoiles tournent au-dessus de nos têtes et que l'air nocturne devienne frais, jusqu'à ce que les yeux de Marie commencent à se fermer malgré le café. Vous devriez dormir un peu, avais-je dit. Oui, mais elle n'avait pas bougé. Elle était juste assise là, regardant les champs de blé sombre. Ça va? Je regarde juste ma cabane. Elle avait souri. Je n'arrive pas encore à croire que c'est réel. C'est réel. Je sais, c'est ça que je n'arrive pas à croire. Elle s'était levée, avait ramassé les assiettes. J'avais porté les tasses. Nous étions entrés ensemble, avions tout posé près de l'évier. Marie avait défait son tablier, l'avait plié, l'avait posé sur la chaise. Je les laverai demain, avait-elle dit. Laissez-les, je le ferai. Vous êtes sûr? Oui. Elle m'a regardé un long moment, puis elle s'est avancée, s'est levée sur la pointe des pieds et posé un baiser sur ma joue. Rapide, doux, c'était fini avant que je ne puisse réagir. Bonne nuit, Julien. Elle était dehors avant que je ne puisse répondre. Je suis resté dans ma cuisine, une main levée pour toucher ma joue là où ses lèvres avaient été. La peau y était chaude, picotait légèrement. Par la fenêtre, je l'ai regardé marcher le chemin vers sa cabane. J'ai regardé sa lampe s'allumer à l'intérieur. J'ai regardé son ombre se déplacer à travers la fenêtre alors qu'elle se préparait pour le lit. J'ai lavé la vaisselle, j'ai attisé le feu, j'ai éteint ma lampe. Je me suis tenu à la fenêtre dans l'obscurité. 2 cabanes à 50 mètres l'une de l'autre, toutes deux avec de la fumée s'élevant encore faiblement de leur cheminée, assez proches pour appeler si elle avait besoin d'aide. Assez éloignées pour que les gens ne parlent pas plus qu'ils ne le faisaient déjà, exactement comme nous l'avions prévu. Je suis allé me coucher avec mes vêtements, une habitude que je n'avais pas encore brisée. J'étais allongé là dans l'obscurité, écoutant. Le vent dans le blé, le ruisseau qui coulait sur les pierres, le cri lointain de cette chouette, toujours en chasse, et sous tout cela, un nouveau son, le craquement des planches de la cabane de Marie alors qu'elle se déplaçait, s'installait, le son de quelqu'un d'autre qui vivait à proximité, quelqu'un qui serait là demain, et le jour d'après, et le jour d'après. Pour la première fois depuis 5 ans, Julien Calhoun s'est endormi en écoutant les sons d'une autre personne vivante. Et la solitude qui avait pressé ma poitrine chaque nuit, ce poids qui rendait la respiration difficile, s'est allégé juste assez pour que je puisse respirer pleinement. Pas partie. Je ne pensais pas qu'elle partirait un jour complètement, mais plus légère, supportable. Et aujourd'hui, je n'en sais rien. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. D'autres fois, je me demande si je n'ai pas fait une erreur. Les peurs ne disparaissent jamais vraiment, vous savez? Elles se cachent, mais elles sont là, tapies, surtout celle de perdre. Mais voir Marie, ma Marie, traverser la cour chaque matin avec son sourire discret, le pas sûr vers ma cabane, ça rend les choses plus supportables.
Ça me prouve que le on n'était pas juste un mot, c'est une décision qu'on prend chaque jour. Le bonheur n'est pas une destination, c'est un chemin, souvent boueux, souvent en pente raide, mais qu'on choisit de parcourir à deux. Et ça, pour moi, c'est suffisant. C'est tout ce qui compte.